Bonjour à toutes et à tous, je suis très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle édition de Business Africa. Cette semaine, dans votre magazine de l'économie et de l'entreprise, nous suivons l'actualité africaine de l'énergie et nous parlons du lourd impact de la crise des délestages en Afrique du Sud avec James Mackay, le président du Conseil de l'énergie d'Afrique du Sud. Mais tout de suite, voici les titres. Une industrie du livre en crise et des auteurs qui veulent se battre pour survivre, cap sur Addis Abeba et ses maisons d'édition en péril. Évidemment, comme je n'ai pas trouvé d'éditeur, j'ai auto-édité mon deuxième livre, qui ne s'est pas vendu du tout. Cela s'est mal passé. 5 ans plus tard, j'avais encore des exemplaires de ces livres éparpillés dans toute ma maison. Des créatrices d'entreprises accompagnées par des entrepreneuses expérimentées, l'idée séduit de plus en plus les jeunes femmes qui veulent monter leur affaire en Guinée. Je peux leur prodiguer des conseils et je suis prête à les recevoir pour leur coacher, pour leur donner des conseils, pour réussir comme moi. La mobilité électrique arrive à grands pas en Afrique. Nairobi ainsi que Kigali ont ouvert la porte aux voitures et motos électriques et l'Afrique centrale suit le mouvement. La mobilité électrique aujourd'hui, c'est le futur. C'est le futur dans le monde entier. Il y a même des pays où, si vous voulez, la législation dit qu'à partir de 2023, 2025, 2035, il y aura l'interdiction à des véhicules qui sont très polluants. Y a-t-il un avenir pour l'industrie africaine du livre? Nous ouvrons cette édition en Éthiopie, à Addis Abeba, où l'inflation du prix du papier a un effet très négatif sur les éditeurs. Il faut dire que les maisons d'édition s'y comptent sur les doigts de la main et que le secteur est handicapé par des coûts de distribution très élevés. Pour en savoir plus, notre correspondant Tefera Guedamou a suivi à Addis Abeba Romane Tewoldeberan, une auteure auto-éditée. Regardez. Roman a écrit 2 livres et en a coécrit 2 autres. Le premier livre qu'elle a publié il y a près de 10 ans a été un succès. Il s'est bien vendu. La commercialisation de ce livre n'a pas été un défi pour moi, car il a été bien accueilli. Encouragée par le succès de ce premier ouvrage, elle a écrit le second en amharique, une langue locale dont l'écriture est dérivée du gé'ez. Le gé'ez, comme le latin, est l'un des plus anciens systèmes d'écriture au monde. Évidemment, comme je n'ai pas trouvé d'éditeur, j'ai auto-édité mon deuxième livre, qui ne s'est pas vendu du tout. Cela s'est mal passé. 5 ans plus tard, j'avais encore des exemplaires de ces livres éparpillés dans toute ma maison. Les observateurs du secteur estiment que l'auto-édition représente 70 à 80% de tous les livres publiés. L'industrie de l'édition en Éthiopie est très petite, avec moins de 20 maisons d'édition actuellement en activité. Les auteurs ne se contentent pas d'écrire et de publier, mais comme Roman, ils doivent aussi s'assurer les services d'un imprimeur. On estime qu'il existe entre 250 et 300 imprimeries de différentes tailles, dont beaucoup de petites, certaines de taille moyenne et d'autres classées dans la catégorie des grandes industries. Nous avons une machine qui a plus de 80 ans. Ces vieilles machines sont compatibles avec notre pays, la plupart d'entre elles ne sont pas numériques et il y a donc ici de nombreux techniciens capables de les entretenir. De plus, les pièces détachées sont faciles à reproduire. Au cours des 2 ou 3 dernières années, j'ai publié environ 6 livres avec cette imprimerie. Il se trouve que la plupart des auteurs sont des femmes. Celui-ci en est à sa 3e réimpression. Mais la hausse des coûts d'impression qui ont explosé l'oblige à reconsidérer la publication des 2 autres livres qu'elle a en projet. Des matériaux comme le papier et l'encre, c'est ce que nous utilisons normalement, et ces prix ont augmenté. Une augmentation de 4 à 5 fois. C'est incroyable. Le papier que nous achetions avec 1000 birrs, 17 US dollars, vaut maintenant 5 ou 6 000 birrs, soit 85 US dollars. Le dernier livre que j'ai publié remonte à 1 an, environ 4000 exemplaires.
La somme d'argent nécessaire pour publier ce livre à l'époque ne suffirait même pas à imprimer 1000 livres aujourd'hui. Donc oui, les coûts ont été multipliés par 3, 4, voire 5 en l'espace d'un an. En plus, la commercialisation des livres s'est avérée difficile. Elle a dû ajouter ses tâches de distribution au travail quotidien dans sa petite boutique. Aujourd'hui, la forme la plus dominante des ventes de livres est très petite. Ce sont les boutiques de bord de route. Addis Abeba compte au total, je ne sais pas, entre 700 et 1000 petites librairies du bord de route. Le livre est principalement géré par l'auteur ou l'éditeur qui le transmet ensuite à un distributeur principal, qui l'obtient à un prix moyen de 20-25%. Mais c'est négociable. Je pense que tout le monde s'est mis d'accord autour de 25%. Certains livres bénéficient d'une remise de 30%. Ces livres sont ensuite distribués à des vendeurs de taille moyenne qui ont des librairies dans la rue ou dans les tours d'habitation. Les enfants de la rue achètent des livres à ces vendeurs, peut-être à 5% de moins. Ils le prennent donc à 15%. Ils les vendent à leur valeur nominale. C'est ainsi que les enfants gagnent de l'argent. En d'autres termes, près de 50% du prix de la couverture est perdu dans la distribution avant même que les coûts d'impression et la part de l'auteur ne soient pris en compte. La tendance, ce sont les jeunes qui vendent des livres au détail en utilisant des chariots, des sacs, et leurs propres bras pour aller d'un magasin à l'autre, d'un endroit à l'autre, dans des zones particulières. Leur nombre pourrait se situer entre 500 et 1000, même à Addis Abeba. À l'heure actuelle, l'ensemble du secteur de l'édition de livres semble en difficulté et tous les acteurs concernés ont tendance à exprimer la même opinion. L'une de leurs solutions pour lutter contre la baisse des ventes consiste à préconiser des importations de papier exonérées de taxes. Oui, le stress que ressentent les clients, les consommateurs, les utilisateurs finaux et même les acheteurs, nous le ressentons aussi. Car s'ils n'achètent pas, personne n'imprime. Depuis septembre, presque aucun livre n'a été publié. Et mes collègues, en particulier les gros vendeurs, sont donc obligés de puiser dans leur stock en ce moment. C'est un peu effrayant. Le gouvernement devrait s'intéresser au papier et aux taxes qui s'y rapportent. Le papier est importé. Alors pourquoi ne pas l'importer sans taxe ou quelque chose du genre? Il ne devrait pas être considéré comme un produit de luxe. Nous avons besoin de papier. Les auteurs, les éditeurs, les imprimeurs, les distributeurs et les vendeurs sont tous d'accord pour dire qu'une intervention du gouvernement pourrait aider le secteur. Toutefois, elle ne résoudra pas le problème de la pénurie de devises qui pèse lourdement sur l'importation de papier. L'économie d'Afrique de l'Est va continuer à alimenter la croissance du continent. Selon la société de consultance RSM, la région devrait voir sa croissance progresser de 5,1% cette année et jusqu'à 5,7% en 2025. Des perspectives optimistes dues à la bonne santé du secteur des services. Parmi les menaces persistantes à la croissance régionale, on note la contrefaçon, les coûts de l'énergie et des transports, ainsi que la dépréciation monétaire. Et plus au nord, la stabilité économique de l'Égypte dans le contexte de la guerre Israël-Hamas et du conflit au Soudan est plus que jamais une nécessité. Après l'annonce d'un programme massif de financement de 35 milliards de dollars par les Émirats arabes unis le mois dernier, un nouveau développement capital, le Fonds monétaire international et le gouvernement égyptien se sont mis d'accord pour doubler jusqu'à 8 milliards de dollars le montant de l'aide au pays. La Banque centrale a relevé son taux directeur, entraînant une forte dévaluation monétaire. Ces développements répondent à la demande du FMI de laisser flotter la livre égyptienne. Le mentorat des entrepreneuses par des pairs plus expérimentés est une tendance qui se confirme sur le continent, exemple en Guinée, où de plus en plus de femmes se lancent dans la création d'entreprises. Une solidarité féminine permet aux plus expérimentés d'accompagner les novices. Et cet accompagnement facilite souvent l'insertion des jeunes entrepreneuses. C'est un reportage de Sayon Kourma. Savoir à quel moment tu dois être dans le foyer.
Dans cette cour, en haute banlieue de Conakry, retrouvailles entre femmes entrepreneuses. Une causerie rare sur l'entrepreneuriat féminin. Forte de ses 20 ans d'expérience dans l'entrepreneuriat, Sarah Keita, gérante de la coopérative Amijor pour l'autonomisation des femmes, explique le b.a.-ba de l'entrepreneuriat à ces jeunes dames. Comment établir un business plan solide, comment se doter d'un bon réseau professionnel, l'accès au financement, le management, le cadre juridique des entreprises sont au cœur des échanges. On ne peut pas avoir des opportunités avec l'État, avec les institutions, si on n'est pas organisé à l'interne, si on ne respecte pas les normes administratives. Il faut qu'on se mette en règle, qu'on paye les fiscalités, qu'on s'enregistre officiellement, qu'on soit formalisé. Celles qui ne sont pas formalisées, je les ai dit de venir, je peux les aider à se formaliser. Un. De deux, je peux leur prodiguer des conseils et je suis prête à les recevoir pour leur coacher, pour leur donner des conseils pour réussir comme moi. Le but de cette rencontre avec une cinquantaine de femmes vise à créer un réseau. Mettre en relation des entrepreneuses, mais aussi les former, les éduquer au marché, à la finance, pour qu'elles puissent s'en sortir. Bonjour. 5 mois plus tard, nous retrouvons Aïe, l'une des participantes à ces échanges. La jeune entrepreneuse de 29 ans est en train de réussir dans la décoration et l'agrobusiness grâce aux orientations reçues de ses pairs. Et demain, votre heure de rendez-vous, c'est pour quelle heure? 7 heures. Nous jeunes, on compte révolutionner le développement en Guinée. Et sur 5 ans, on se projette dans la sous-région. On va essayer de conquérir la sous-région avec des produits purement made in Guinée et dire que ce n'est pas seulement les multinationales qui peuvent venir et nous prendre notre place en Guinée. On a déjà une commande à livrer pour ce soir. Avec un chiffre d'affaires estimé à plus de 700 € par mois, soit 10 fois plus que le SMIC guinéen, la jeune gérante est en train de se frayer un chemin grâce à ces réseaux d'entrepreneuses. Aujourd'hui, il y a un réseautage qui s'est formé. Et là, je me dis que ce n'est pas un travail d'une année, mais c'est tout un processus. Et je vais m'atteler à travailler plus, à ne pas me dire que j'ai atteint l'excellence ou tout ce qu'il faut, mais c'est de me dire que déjà j'ai fait un pas en avance. Et un jour, je serai fière de dire aux gens que oui, j'ai réussi parce que j'ai travaillé. Il faut être persévérante pour réussir dans l'environnement entrepreneurial en Guinée. Plusieurs réseaux de femmes se créent ainsi dans le pays. Réunis sous forme de business angel féminine, ils utilisent des conseillers expérimentés, des mentors, des coachs pour accompagner les nouvelles entrepreneuses. Comme dans cette salle où plus de 500 femmes se retrouvent pour former le nouveau réseau d'entrepreneuses et de leadership. À sa tête, une des plus expérimentées en entrepreneuriat dans le pays, Mariama Satinassi, PDG du groupe Mondial Tour. Avec plus de 25 ans de carrière, c'est cette ancienne ministre présente dans le tourisme, le football et l'agro-industrie qui pilote ce club de femmes, un club qui veut donner des ailes aux jeunes pousses. Les femmes doivent avoir beaucoup plus de courage et croire en elles. Elles ont peur, elles se disent que non, ça ne marchera pas. Donc si nous sommes ensemble comme ça, cette solidarité des femmes va donner le courage à celles qui n'en ont pas. Donc je parle de solidarité. Et aujourd'hui, il y a des institutions de microfinance, il y a des fonds qui existent, il y a vraiment une panoplie de choses qui existent et qui peuvent aider à développer ce que nous faisons. C'est à nous, c'est aux femmes de s'organiser ensemble, de réfléchir ensemble, afin de pousser le maximum de femmes dans le domaine de l'entrepreneuriat. Le SADEN, Salon des entrepreneurs de Guinée, s'inscrit également dans cette dynamique. Un autre espace qui assure la formation d'une élite économique émergente. La structure a accompagné depuis 3 ans maintenant 12 000 entrepreneurs. Objectif, bâtir des entreprises durables et gagnantes. La vice-présidente du projet se nomme Salima Toussako. La trentenaire est l'une des icônes de la promotion féminine en Guinée. Son initiative se veut un cadre de promotion et d'appui au développement de l'entrepreneuriat féminin.
Le SADEN se veut vraiment être un instrument qui accompagne pour qu'aujourd'hui, ces entreprises qui se créent puissent être des champions locaux, des champions nationaux, des champions de demain. Et pour cela, il faut investir dans la formation, il faut investir dans le renforcement de capacités. Et c'est ce que nous essayons de faire avec les nombreux partenaires qui nous soutiennent et qui nous accompagnent. Aujourd'hui, il est peut-être possible de dire que l'entrepreneur féminin connaît ses heures de gloire en Guinée. On encourage les femmes à prendre le devant, créer leurs entreprises et être autonomes. Un engouement aujourd'hui important car les chiffres récents indiquent que 300 000 PME appartenant aux femmes sont enregistrées en Guinée. Bienvenue dans la deuxième partie de notre émission. L'économie sud-africaine échappe toujours à la récession, mais elle n'aura progressé que de 0,6% en 2023 comparé à 1,9% en 2022. À l'origine de cette performance mitigée, il y a bien sûr les difficultés logistiques de l'opérateur public des infrastructures portuaires et ferroviaires Transnet qui ont handicapé les exportations, mais il y a aussi une situation énergétique toujours préoccupante avec des délestages constants. Ils pèsent lourdement sur le quotidien des ménages et les profits des entreprises. Autant d'éléments dans la balance lors de l'élection générale de mai prochain. Pour évoquer la crise énergétique du pays et son rôle dans le prochain scrutin, nous avons échangé à Johannesburg avec James Mackay, le président exécutif du Conseil de l'énergie d'Afrique du Sud. Regardez. Comment décririez-vous la crise énergétique à laquelle le pays est confronté aujourd'hui ? La crise énergétique en Afrique du Sud dure depuis des années et je pense que nous avons constaté que les délestages se sont intensifiés. 2023 a été notre pire année de délestage jamais enregistrée. Et en réalité, nous avons perdu la sécurité énergétique en raison du manque de performance de nos actifs traditionnels. 86% de notre électricité provient toujours de centrales au charbon. Nous avons perdu en fiabilité, de nombreux programmes de nouvelles infrastructures ont dépassé leur budget au fil du temps et n'ont pas bien fonctionné. Et dans le même temps, nos engagements en matière de transition énergétique et de développement de nouvelles technologies de production d'énergie renouvelable et de technologies propres, notamment la production d'électricité au gaz, ont également été retardés. Et je pense que tout cela a culminé avec ce que nous savons déjà qui s'est produit, c'est-à-dire la captation de l'État, la corruption et l'affaiblissement des capacités, et surtout celles d'organisations importantes comme Eskom. Et donc, en réalité, tout cela a abouti à une crise énergétique. Nous en ressentons l'impact en tant que Sud-Africains à travers les délestages. Mais la crise énergétique est bien plus profonde que le simple délestage. Quel a été l'impact de cette crise sur l'activité en 2023 et ces derniers mois? Un impact important? Absolument. Les délestages ont été très difficiles pour l'économie. Je pense que les petites entreprises sont vraiment les plus touchées et que cela a aussi un impact certain sur l'emploi. Ce que nous avons constaté, c'est une réponse très rapide au délestage grâce à une sorte d'accroissement de la production d'énergie solaire à partir des toits des bâtiments. Nous avons actuellement près de 5 gigawatts d'énergie solaire installés sur les toits en Afrique du Sud. Et ce chiffre part d'un niveau très bas en 22 ans. Mais c'est quand même débilitant. Toute économie industrialisée ne peut fonctionner sans énergie fiable et les délestages. Le gouvernement a élaboré une stratégie globale. Pourriez-vous nous la présenter? Eh bien, la voie à suivre pour résoudre la crise énergétique repose sur 2 ou 3 piliers importants. Premièrement, les entreprises et le gouvernement ont joint leurs efforts dans le cadre de ce qui a été appelé le plan d'action présidentiel pour l'énergie et le gouvernement a annoncé la création du Comité national de crise de l'électricité pour traiter spécifiquement 3 aspects. Comment mettre fin au délestage le plus rapidement possible? Cela concerne en grande partie les performances et le redressement des centrales électriques d'Eskom. Le deuxième pilier consiste à se concentrer sur la
la nouvelle génération, c'est-à-dire le déploiement rapide de l'énergie solaire, des services publics, de l'éolien et du solaire sur les toits, mais aussi l'accélération de la transformation de l'électricité en hydrogène par électrolyse de l'eau. Et le troisième volet est la durabilité à long terme du secteur énergétique. Ce sont donc des réformes clés. La législation modifiant la loi sur l'électricité est en cours de révision et ce projet de loi est actuellement soumis au Parlement. Il s'agit de la scission d'Escom en tant que service public central en une société de transport distincte, une société de production et une société de distribution qui est en cours et bien d'autres réformes de libéralisation du marché autour des réformes du transport, du commerce et des services publics municipaux. Et un engagement fort du monde des affaires également. À travers l'initiative du monde des affaires en Afrique du Sud, les entreprises se sont rassemblées autour de ce qui a été présenté comme l'engagement des PDG. C'est donc 130 PDG des plus grandes entreprises d'Afrique du Sud qui se sont engagés à travailler en partenariat avec le gouvernement et à soutenir les programmes de relance énergétique, mais aussi en mettant l'accent sur les domaines du transport, de la logistique, de la criminalité et de la corruption. Pensez-vous que la crise énergétique jouera un rôle crucial dans les prochaines élections ? En tant que Conseil de l'énergie, nous soutenons le gouvernement et collaborons avec lui de manière très proactive. Mais nous ne participons pas vraiment à la politique. Les élections ne sont en réalité qu'une date dans le calendrier. Cela dit, je pense que nos élections cette année seront fortement contestées. Les politiciens vont donc clairement utiliser l'agenda de l'énergie. Donc, le délestage et la sécurité énergétique, certainement les questions sociales et l'impact du délestage, mais il s'agit aussi de la création d'emplois par le biais d'entités publiques et de grands services publics comme Escom. Il s'agit aussi du programme de lutte contre le changement climatique en termes de réduction des émissions, de l'engagement en faveur d'une décarbonisation et d'une stratégie qui doit finalement passer par la fermeture des centrales électriques au charbon. C'était James Mackay, président exécutif du Conseil de l'énergie d'Afrique du Sud. Et nous restons en Afrique du Sud où les énergies renouvelables se sont taillées la part du lion des discussions consacrées au secteur à Cape Town au début du mois. Les participants à l'Indaba de l'énergie africaine ont particulièrement mis l'accent sur les systèmes de ressources énergétiques distribués, le RED. Il s'agit de technologies à petite échelle de production d'électricité telles que les panneaux solaires ou les éoliennes. Elles pourraient bénéficier à 50% d'Africains sans électricité. Le Kenya, le Rwanda et l'Ouganda les ont déjà adoptées et les institutions de développement qui se détournent du financement des énergies fossiles les incluent déjà dans leur portefeuille de projets. Certains disent que l'on n'est jamais mieux servi que par soi-même. C'est certainement l'avis de l'homme le plus riche d'Afrique. Selon les médias est-africains, le milliardaire nigérian Aliko Dangote réfléchit à se passer des grosses sociétés de négoce internationales si influentes dans le commerce des matières premières. Il projette de lancer à Londres sa propre société de négoce qui lui permettrait d'acheter directement le pétrole brut nécessaire à sa nouvelle raffinerie de 650 000 barils par jour. La mobilité durable séduit l'Afrique. Des exemples concrets inspirant d'une mobilité plus sûre, propre et accessible se multiplient sur le continent. Après le Kenya et le Rwanda, c'est au tour du Cameroun de prendre le relais de ces initiatives dans la sous-région de l'Afrique centrale. De nombreux acteurs sont déjà engagés dans le pays. Le point avec notre correspondant au Cameroun, Aboubacar Sidik Monchili. Regardez. C'est la toute première borne ici de recharge électrique alimentaire à l'énergie solaire pour motos et voitures, 100% électrique, dans une station-service au Cameroun. Nous sommes au boulevard présidentiel à Yaoundé, capitale du pays. Total Energy a l'ambition d'être un acteur mondial de la transition énergétique et nous avons l'ambition d'atteindre un niveau d'émission de carbone proche de zéro d'ici 2050. Et pour ce faire, nous devons avoir le mix énergétique qui nous permet d'y arriver. L'électricité sera l'un des éléments clés de notre mix énergétique en 2050. Nous prévoyons que 50% de notre portefeuille sera constitué d'électricité provenant de sources renouvelables, éoliennes et solaires. En Europe, qui est plus avancée en ce qui concerne la mobilité électrique, et où nous pouvons voir que Total Energy est un acteur très actif, en Afrique, par contre, la mobilité électrique est un phénomène qui ne fait que commencer. Nous voulons être un pionnier dans ce domaine. Le lancement de cette première infrastructure de recharge et l'arrivée dès 2014 des premiers véhicules électriques dans les transports en commun au Cameroun
ont été salués par des acteurs privés et publics. Tous engagés pour faire avancer au quotidien la mobilité dans le pays et accélérer la transition énergétique, avec l'idée d'apporter aux usagers une meilleure qualité de vie et une énergie moins coûteuse. Ça va du bien-être des populations d'abord. Le bien-être des populations est primordial. Ça va aussi dans une certaine modernité, parce que l'avenir nous appelle à purifier, si je puis dire, l'air qui nous entoure, l'air que nous respirons. Donc une cité moderne a besoin d'aller dans ce sens. Lorsque nous utilisons le carburant lui-même, il faut l'acheter à tout moment. Or, lorsque nous allons passer peut-être à l'électricité demain avec l'énergie solaire, forcément la technologie devient moins coûteuse. Elle devient moins coûteuse. Maintenant, un pays comme le Cameroun, avec le niveau de vie des Camerounais, il serait nécessaire qu'une telle technologie soit implémentée dans notre pays. Nous nous sentons ici un peu dans notre peau parce que notre combat au quotidien est de lutter contre la pollution, de lutter pour la survie et de promouvoir le bien-être. Nous pensons et mettons l'accent sur la promotion des énergies vertes pour pérenniser ce qui est existentiel. Or, la pollution par les énergies jusqu'alors utilisées, c'est-à-dire les fuels, les gaz, a démontré ses limites par rapport à la destruction de la couche d'ozone et autres. L'une des solutions des industriels, ce sont ces modèles de véhicules 100% électriques GreenRide. Ils ont été lancés par Total Energy et la société EasyRide Cameroun en partenariat avec le concessionnaire 3S Motors. Des solutions qui ont fait leur preuve ailleurs, par exemple en Afrique de l'Est, au Kenya ou encore au Rwanda avec la start-up Ampersand. Cette jeune pousse est née en 2019 et dispose déjà d'une flotte de près de 700 motos électriques en Afrique de l'Est. Elle veut y lancer une nouvelle ère de mobilité écologique, une stratégie qui inspire les acteurs économiques camerounais de ce secteur porteur. La mobilité électrique aujourd'hui, c'est le futur. C'est le futur dans le monde entier. Il y a même des pays où, si vous voulez, la législation dit qu'à partir de 2023, 2025, 2035, il y aura l'interdiction à des véhicules qui sont très polluants. Nous, on sommes en Afrique, déjà dans un pays chaud. Toutes ces émissions-là, elles vont rendre la température beaucoup plus chaude. Et nous avons tout intérêt, nous, avant les autres et les Européens, à aller courir sur ces technologies non polluantes. Reste la nécessité de poursuivre l'expansion des bornes de recharge à travers le pays. Mais au-delà des formules de location de GreenRide, la question de l'acquisition de ces nouveaux véhicules électriques intéresse le public africain. Certains attendent de l'État une aide financière pour favoriser la transition. Il y a la volonté politique et il y a les moyens. Et les moyens sont de différents ordres. Il y a les moyens que le gouvernement met à la disposition de nos communes, et il y a les moyens propres à la commune, et puis il y a les partenariats. La législation aujourd'hui du Cameroun n'a pas prévu encore un développement pour ces véhicules. Le sujet aujourd'hui, c'est vraiment d'être accompagné par l'État pour réduire les taxes sur les véhicules qui n'émettent pas beaucoup de CO2 ou zéro CO2. Les voitures qu'on a actuellement, c'est 100% électrique. Cette transition énergétique apparaît aujourd'hui encore davantage à la portée de l'Afrique et avec sa promesse de mobilité plus durable, elle est une aubaine pour les usagers de transport urbain souvent congestionnés et polluants. Et voilà, Business Africa, c'est fini pour aujourd'hui. Je vous retrouve la semaine prochaine, même chaîne, même heure pour Initiative Africa. Nous recevrons la chanteuse nigériane Jemmy Rie. En attendant, vous pouvez revoir cette émission sur notre site africaorner.com et nous suivre sur nos réseaux sociaux. N'hésitez pas à liker, partager et commenter en utilisant le hashtag Business Africa. Bonne semaine à tous et à la semaine prochaine.